Nous avons déjà exploré des civilisations amorales et leur conscience collective. Aujourd'hui marque l'épisode 4 de notre plongée approfondie dans les infos du monde. J'attendais cet épisode avec impatience. Les documents que nous examinons aujourd'hui modifient complètement notre compréhension de la manière dont la Terre gère les relations extraterrestres. Avant de plonger, rappelez à nos auditeurs ce que nous avons couvert la dernière fois à propos de ces civilisations. Bien sûr. Nous discutons de deux groupes principaux, ce que les documents appellent les premiers et seconds dominions. Mais ce que nous abordons aujourd'hui ajoute des couches de complexité à cette compréhension. Commençons par les bases. Nous examinons des documents qui couvrent la période de 1954 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui saute aux yeux immédiatement? Eh bien, 1954 est notre point de départ. Une année charnière. Les documents révèlent un accord initial qui a été établi à ce moment-là. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il n'était pas censé durer. Pas censé durer? C'est intriguant. Pouvez-vous élaborer? 10 ans plus tard, en 1964, tout s'est effondré et la raison est fascinante. Quelque chose que les documents appellent une intervention contingente Orion. Attendez, contingent Orion. C'est un nouveau terme pour nos auditeurs. Exactement. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est l'implication spécifique de deux entités, Israël et le Vatican. Selon ces documents, ils ont présenté ce qu'on appelle des preuves d'antécédents. Ça devient déjà complexe. Décomposons cela pour nos auditeurs. À quoi faisons-nous exactement référence lorsque nous parlons de preuves des antécédents? Les documents sont en fait très précis à ce sujet. Ces visiteurs ont fourni des archives historiques de leurs interactions avec la Terre sur des millénaires. Et ce qu'ils ont révélé était explosif, en particulier concernant l'histoire religieuse. De quelle façon? Les documents détaillent que, bien que les archives sur Jésus fassent défaut, ils avèrent des preuves claires concernant Abraham et Moïse. Avec Abraham, les archives montraient un contexte complètement différent de ce qui est écrit dans les écritures religieuses. Quant à Moïse, ils ont trouvé ce qu'ils décrivent comme un parallélisme indiscutable. Et cela a-t-il affecté les négociations? Profondément. Ces documents étaient tellement dommageables pour les autorités religieuses, particulièrement pour celles qui prétendaient être des réceptacles de la vérité divine, qu'ils ont créé un sérieux problème diplomatique. Tout accord aurait exigé que ces archives compromettantes restent sous le secret absolu. C'est pourquoi cela a forcé une renégociation. Exactement. Lorsque Israël et le Vatican se sont impliqués en 1964, armés de la connaissance de ces archives, cela a complètement changé les dynamiques diplomatiques. Il ne s'agissait pas seulement des relations futures, mais de contrôler l'information sur notre passé. Et cela a conduit à quelque chose de nouveau en 1966, correct? Oui. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'accord de 1966 n'était pas juste un autre document diplomatique. C'était une feuille de route sur 120 ans impliquant plusieurs espèces. Une feuille de route de 120 ans. C'est une vision à très long terme. Exactement. Réfléchissez-y. En 1966, nous étions encore à 3 ans d'atterrir sur la Lune. Et pourtant, ici, la Terre s'engageait déjà dans une planification diplomatique s'étalant sur un siècle avec des civilisations non terrestres. En parlant de la Terre, qui précisément représentait notre planète lors de ces négociations? C'est l'un des aspects les plus fascinants. Les documents énumèrent 23 nations spécifiques, et le processus de sélection était remarquablement méthodique. Avant de parler de ces pays, qu'est-ce que cela signifie pour notre situation actuelle? Nous parlons d'accords conclus dans les années 1960 qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Absolument. Nous en sommes à peine à mi-parcours de cette période de 120 ans. Et ce qui est particulièrement pertinent, c'est la façon dont ces accords continuent de façonner les événements actuels. Même si la plupart des gens, y compris la majorité des dirigeants politiques, n'en sont pas conscients. Ainsi, 23 nations spécifiques ont été choisies pour représenter la Terre. Oui. Et cette liste est fascinante parce qu'elle remet totalement en question ce à quoi la plupart des gens s'attendraient. Décomposons cela. Qui a été sélectionné? Les documents listent l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, l'Égypte, l'Éthiopie, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, l'Irak, l'Iran, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Russie, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Afrique du Sud. C'est un groupe assez diversifié. Ce qui me frappe immédiatement, c'est l'inclusion de nations qui n'étaient pas nécessairement des superpuissances. Exactement. Et ce qui est crucial ici, c'est de comprendre le processus de sélection en 3 étapes. Les documents sont très précis à ce sujet. La première étape a eu lieu en 1945, précisément. Ce sont les nations fondatrices de l'ONU. Mais voici où cela devient intéressant. En 1954, la même année que le premier accord dont nous avons parlé plus tôt, cette liste a été affinée en fonction de ce que les documents appellent le statut représentatif.
Peux-tu détailler ce qu'ils entendent par représentatif? Les documents suggèrent qu'il ne s'agissait pas seulement de pouvoir militaire ou économique. Ils cherchaient un échantillon représentatif de la population, des cultures et des intérêts de la Terre. Mais il y a un détail crucial ici concernant la légitimité. Légitimité. Oui. Les documents indiquent spécifiquement que pour qu'un accord soit valide, ces pays doivent être représentés par leurs dirigeants, légalement et démocratiquement élus par un vote majoritaire de leur population. Cela semble être une barre haute à franchir. C'est le cas. Et c'est ici que cela devient encore plus intéressant. Les Umoan soulignent que de nombreux pays ne se conforment pas à cette norme, en notant particulièrement que les électeurs qui n'ont pas voté ne sont pas comptés comme étant opposés à tous les candidats proposés. Cela soulève une question importante sur la validité actuelle, n'est-ce pas? Absolument. Les Umoans abordent cela directement, affirmant que les pays sont des entités indéniables, officiellement reconnues, avec des frontières claires et des populations spécifiques, mais que leurs principaux dirigeants ne représentent plus les véritables intérêts de leur peuple, comme ils le faisaient habituellement lorsque les accords étaient signés. Et c'est une évaluation plutôt frappante. Et cela devient plus complexe. Les documents révèlent que la véritable gouvernance sur ces sujets à long terme est en fait déléguée aux organisations de défense et de renseignement. Attends. Tu veux dire que les dirigeants politiques ne sont pas ceux qui s'occupent de ces affaires? Selon ces documents, les politiciens se consacrent principalement à ce qu'ils appellent la formalisation législative des directives qui ont été, pour la plupart, décidées avant leur nomination. Cela expliquerait certaines des déconnexions que nous voyons dans les déclarations officielles sur les ovnis et les événements réels. Exactement. Pensez aux présidents récents, Obama, Trump, Biden. Les documents suggèrent qu'ils sont en grande partie ignorés de ces questions. C'était au plus fort de la guerre froide. Pourtant, ici, nous avons les États-Unis, la Russie et la Chine tous sur la même liste. Quelque chose a clairement transcendé la géopolitique normale. Et c'est ce qui rend la prochaine partie de ces documents si fascinante. Alors que ces nations étaient publiquement engagées dans la guerre froide, elles participaient secrètement à quelque chose de bien plus important. Ce qui nous amène à ce qui pourrait être l'exemple le plus concret de cette coopération. SERPO. Avant que nous ne plongions là-dedans, rappelez à nos auditeurs quelle a été la compréhension générale de SERPO jusqu'à présent. C'est ce qui rend cela si remarquable. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que c'était à propos de Zeta Reticuli. Mais ce que ces documents révèlent change complètement cette narration. À quel point ce Zeta Reticuli était-il enraciné, je crois? Incroyablement profond. Cela est devenu presque du folklore dans les cercles de recherche sur les ovnis. Mais comme nous l'avons vu avec la façade de la guerre froide, la réalité était bien plus complexe. Alors, que nous disent réellement ces documents sur SERPO? Les UMA-1 racontent une histoire complètement différente. D'abord, SERPO ne se trouve même pas dans le système de Zeta Reticuli. C'est une colonie en orbite autour de HD 32923, un système stellaire binaire. C'est une sacrée révélation. Qu'est-ce que les chercheurs ont mal interprété d'autre? La plus grande idée fausse concernait qui le contrôlait. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une installation extraterrestre grise. Mais selon ces documents, elle est en fait sous contrôle reptilien. Et c'est ici que nous rencontrons les Tauri. Le Tari? Oui. T-A-U-R-I. Ce sont les véritables habitants de SERPO. Et leur histoire révèle la véritable nature de l'expansion reptilienne. Selon ces documents, les Tauri et les reptiliens étaient initialement alliés. Qu'est-ce qui a changé? Leur relation est passée de la coopération à l'exploitation. Lorsque le monde d'origine d'Orion a été épuisé après des millénaires de coexistence pacifique, les reptiliens ont montré leur vrai visage aux Tauri. Que leur est-il arrivé? Les documents utilisent un langage très spécifique ici. Ils ont été saisis de force et relocalisés dans cette colonie. Elle est décrite comme la plus petite colonie connue parmi leur territoire. Mais cela a un statut spécial, n'est-ce pas? Oui. C'est leur seule colonie autorisée à traiter avec les visiteurs et à gérer la diplomatie étrangère. Les Tauri sont essentiellement devenus des intermédiaires diplomatiques forcés, mais toujours sous le contrôle des reptiliens également appelés les Seigneurs Orion. Parlons des manifestations mentionnées dans les documents. Il y a quelque chose à propos des dispositifs gravitroniques. Les documents décrivent des démonstrations en direct aux responsables de l'US Air Force, montrant comment ces appareils pourraient soulever de lourdes charges et même être utilisés comme faisceaux laser G pour des coupures chirurgicales précises. C'est une technologie de pointe. Ces démonstrations faisaient-elles partie du programme d'échange? Ce qui est intéressant, c'est comment les documents encadrent cela. Ils mentionnent ces démonstrations se produisant des deux côtés, suggérant une démonstration mutuelle des capacités. Mais il y a un ton d'avertissement tout au long. Un signal d'alerte? Oui. Comme quand ils discutent des figures étranges, livides et décharnées qui s'habillaient en costume noir.
Les documents les décrivent comme bio-adaptés pour parler et interagir modérément comme des humains, mais soulignent qu'ils avaient pour ordre de ne pas faire de mal. Cela soulève quelque chose de crucial concernant le phénomène des hommes en noir. Les documents semblent le relier directement à cette situation Serpo. Ils le font. Et ils offrent une perspective très différente de ce que nous entendons habituellement. Ces figures sont décrites comme une sous-catégorie des reptiloïdes de rang inférieur stérile. Arrêtons-nous là un instant. Disons-nous que le phénomène des hommes en noir et Serpo sont directement liés à ce que vous avez appelé plus tôt le premier Dominion. Selon ces documents, oui. Et cela révèle quelque chose de crucial sur la nature de ces relations diplomatiques. Elles sont bien plus complexes et interconnectées que ce que l'on pensait. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ces documents précisent quelle nation dirige cet effort vers un récit de divulgation spécifique. 3 nations en particulier, n'est-ce pas? Exactement. L'Australie, le Brésil et la Russie. Mais ce qui est crucial à comprendre, c'est pourquoi ces nations en particulier et pourquoi maintenant. Le moment semble en effet significatif. Cela se rapporte directement à ce que nous avons discuté plus tôt concernant l'accord de 1966. Rappelez-vous, nous examinons une période de 120 ans, donc nous en sommes environ à la moitié. C'est un point intéressant sur le timing. Les documents mentionnent des préoccupations économiques spécifiquement concernant la divulgation. Pouvons-nous explorer cela? C'est là que les choses deviennent particulièrement sérieuses. Les documents décrivaient plusieurs conséquences potentielles d'une divulgation inappropriée. Ils avertissaient spécifiquement que cela pourrait agir comme un catalyseur menant au chaos. De quel type de chaos parlons-nous? Les documents sont très précis. Tout d'abord, ils avertissent d'un effondrement total des marchés dû à la perte de confiance dans les gouvernements des grandes nations. Mais il y a plus que ça. Ils prédisent que tous les problèmes sociaux et économiques de base exploseraient essentiellement. Réfléchissez-y. Une confirmation soudaine de ces accords soulèverait de sérieuses questions sur la légitimité du gouvernement. Les documents mentionnent également des implications religieuses. Oui, il y a un avertissement spécifique concernant les fanatiques religieux qui pourraient utiliser la divulgation comme prétexte pour endoctriner de nouveaux adeptes contre ce qu'ils appelleraient des infidèles ayant fait des pactes avec des créatures sataniques. C'est un langage assez dur. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est comment ils comparent ce chaos potentiel à une autre crise qu'ils avaient vu venir. Lequel était? Les documents mentionnent spécifiquement une crise bancaire imminente. Ils suggérèrent que le chaos résultant d'une divulgation incontrôlée pourrait être encore pire que cela. C'est pourquoi ils proposent une approche aussi prudente de la divulgation, n'est-ce pas? Exactement. Les documents décrivent une hiérarchie très spécifique pour la diffusion des informations. C'est fascinant de voir à quel point ce processus est détaillé. Pouvez-vous nous expliquer cette hiérarchie? Ils commencent avec les principales agences de renseignement, puis passent au ministère de la Défense et aux présidences des grandes nations. De là, cela passe aux responsables étatiques et territoriaux, puis à la presse, et enfin au grand public. Et jusqu'à présent, exactement ce que nous avons vu se dérouler. Presque comme une cascade d'informations contrôlées. Précisément. Et regardez les événements récents. Nous voyons exactement ce schéma se dérouler. Les agences de renseignement sont de plus en plus ouvertes sur les phénomènes ovnis. Les organisations militaires publient des séquences. Cela soulève une question intéressante sur le rôle de ces 3 nations, l'Australie, le Brésil et la Russie. Pourquoi elles spécifiquement? Les documents suggèrent quelque chose de fascinant à propos de leur position. Ils disent que ces nations envisagent de plus en plus sérieusement une divulgation formelle. Mais remarquez ce qui manque dans cette liste. Qu'est-ce qui manque? Cela suggère un changement significatif dans la dynamique mondiale de cette question. Ainsi, il y a des agences de renseignement qui gèrent ces relations, à savoir la CIA, le Mossad, et même une plus étrange qui est le Vatican lui-même. Cela nous amène à quelque chose de fascinant dans les documents sur le leadership politique. Oui, et cela pourrait être l'un des aspects les plus révélateurs. Les documents indiquent explicitement que la gouvernance de ces sujets à long terme est déportée vers des organisations de défense et de renseignement. C'est une sacrée déclaration. Qu'est-ce que cela signifie exactement en pratique? Selon ces documents, les politiciens, même les présidents, sont principalement là pour formaliser des décisions qui ont été prises avant même leur entrée en fonction. La véritable coordination se fait par le biais d'organisations avec du personnel plus durable et compétent. Cela soulève des questions sur la supervision démocratique, n'est-ce pas? Absolument. Et cela est directement lié aux conditions que nous avons discutées plus tôt concernant la représentation légitime. Vous vous souvenez comment les documents précisaient que les pays doivent être représentés par leurs dirigeants légalement et démocratiquement élus? Mais si les décisions réelles sont prises par les agences de renseignement? Exactement. Les documents abordent en fait cette contradiction. Ils notent que les dirigeants actuels ne représentent plus les véritables intérêts de leur peuple.
comme ils le faisaient généralement lorsque les accords ont été signés. Parlons des aspects d'avertissement. Les documents mentionnent quelque chose à propos des porteurs de faux cadeaux. C'est fascinant car cela se connecte à un cercle de culture spécifique qui est apparu à Crabwood. Les documents valident que ces cercles de culture sont effectivement des messages, principalement tracés par ce qu'ils appellent des voyageurs WMI étrangers à votre planète. Cela fait référence à une forme de vie plus avancée, pas de la Terre. Le terme extraterrestre pourrait être un peu centré sur l'humain. Peux-tu élaborer sur ce Crabwood? Message? Il disait « Méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. » Les documents suggèrent qu'il s'agissait d'un avertissement direct concernant certains accords en cours de négociation avec les puissances de la Terre. Le message est apparu dans une formation étonnante de cercle de culture à Crabwood en 2002. Pouvez-vous décrire à quoi cela ressemblait? La formation au milieu d'un champ représentait un visage d'extraterrestre gris avec un remarquable niveau de détail, comprenant de grands yeux avec des pupilles distinctes, avec la constellation de la ceinture d'Orion visible en arrière-plan, semblant être une référence délibérée aux deux dominations dont les humains nous ont avertis. À côté de cette image se trouvait un disque contenant du code binaire qui, une fois décodé, révélait ce message d'avertissement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cela est apparu juste un an avant que les Umuans ne reprennent leur communication en 2003. Donc cet avertissement concernant les faux cadeaux et les promesses non tenues était accompagné d'imagerie assez spécifique. Cela se rattache à ce que vous avez mentionné plus tôt concernant les races amorales. Oui, et c'est là que cela devient particulièrement préoccupant. Les documents suggèrent que ces races font activement pression pour ce qu'elles appellent un nouvel ordre mondial notoire. Quelle est leur motivation? Selon ces sources, ils espèrent en réalité un effondrement socio-économique qui conduirait à la disparition des nations au profit de ce nouvel ordre contrôlé par ce que les documents appellent des psychopathes élites. C'est une sacrée accusation. Quel est le rôle des agences de renseignement là-dedans? Les documents suggèrent qu'ils marchent sur une ligne fine. Ils sont conscients de ces tentatives de manipulation. C'est pourquoi ils insistent pour ce processus de divulgation soigneusement géré. Parlons de timing. Les documents mentionnent l'urgence de la divulgation. Pourquoi? Ils déclarent spécifiquement que si la divulgation doit avoir lieu, elle doit être réalisée bientôt et très progressivement. Il y a un sentiment que le temps presse. Comment cela est-il lié au phénomène des crop circles que vous avez mentionné? Les Umuans expliquent cela. Ils disent que ces signes sont destinés à provoquer une prise de conscience progressive de la réalité extraterrestre, par un questionnement légitime sur leur origine. Mais il y a aussi un avertissement lié à cela, n'est-ce pas? Oui, et c'est assez spécifique. Les documents avertissent du risque que des accords mondiaux soient signés sans représentation adéquate. Ils font spécifiquement référence à l'article 12 de la Charte de l'ONU, en mentionnant la menace à l'autodétermination. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir immédiat? En regardant ces documents, que devraient surveiller les gens? Ce qui est particulièrement intéressant, c'est comment les documents décrivent certaines démonstrations technologiques. Ils mentionnent des dispositifs gravitroniques capables de soulever de lourdes charges et servir de faisceaux laser G. Suggérez-vous que nous pourrions voir des démonstrations publiques de cette technologie? Les documents indiquent en réalité que certaines de ces démonstrations ont déjà eu lieu, spécifiquement pour des responsables de l'US Air Force. Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre le contexte de ces présentations. Que veux-tu dire? Elles sont décrites comme des démonstrations en direct des deux côtés. Cela suggère un type de programme d'échange technologique, mais qui pourrait devenir plus visible dans les années à venir. Parlons des trois nations que nous avons mentionnées plus tôt. L'Australie, le Brésil et la Russie. Que devrions-nous surveiller là-bas? Les documents suggèrent que ces nations se dirigent de plus en plus sérieusement vers une divulgation formelle. Ce qui est fascinant, c'est le cadre temporel avec lequel ils travaillent. Cela est-il lié à cette chronologie d'accords de 120 ans? Exactement. Nous sommes maintenant à un point crucial. Mais il y a autre chose de significatif à propos de ces trois nations. Qu'est-ce que c'est? Ils représentent trois sphères d'influence différentes. L'Australie avec ses alignements occidentaux, le Brésil représentant l'Amérique du Sud, et la Russie avec sa propre sphère géopolitique. Ce n'est pas aléatoire. Les documents mentionnent également quelque chose au sujet des exigences de validation pour les accords futurs. Oui, et c'est crucial pour comprendre ce qui va arriver. Il spécifie qu'aucun accord formel avec une institution non représentative des nations Oyaga A ne serait considéré comme valable. Oyaga signifie terre, c'est correct? D'accord. Et c'est là que cela devient intéressant en ce qui concerne les événements actuels. Les documents avertissent des tentatives de contourner la représentation adéquate par ce qu'ils appellent un notoire nouvel ordre mondial. Cela se connecte à ces avertissements économiques dont nous avons discuté plus tôt. Précisément. Ils décrivent un scénario potentiel où un effondrement économique pourrait être utilisé pour forcer des accords sans une représentation planétaire appropriée. Parlons du calendrier. À quel point ces développements sont-ils imminents?
Les documents sont en fait très précis à ce sujet. Une date limite cruciale approche. Juillet 2026. Selon ces sources, une rotation aura lieu parmi les pays de l'OTAN. Et selon les exigences du traité, une certaine forme de divulgation doit se produire avant cette date limite. C'est très précis. Pourquoi 2026? Le calendrier semble lié à ces accords de longue date dont nous avons parlé plus tôt. Les documents indiquent que cette échéance n'est pas arbitraire. Cela fait partie des exigences du traité qui ont été établies il y a des décennies, signées en 1966. Et comment cela affecte-t-il le processus de divulgation? Les documents indiquent une date limite cruciale en juillet 2026, lorsqu'une rotation aura lieu parmi les pays de l'OTAN. Mais il y a quelque chose de troublant dans la préparation de cette date. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon ces documents, certaines races amorales cherchent activement un accord qui unirait tous les pays sous ce qu'elles appellent un notoire nouvel ordre mondial. Elles comptent en fait sur l'instabilité sociale et économique. Est-ce que vous dites que l'effondrement n'est pas quelque chose à prévenir? Exactement. Les documents suggèrent que l'effondrement économique et l'instabilité sociale pourraient être orchestrés spécifiquement pour faciliter ces accords. Le processus de divulgation pourrait lui-même être utilisé comme un catalyseur pour ce bouleversement. Donc toutes ces révélations récentes sur les ovnis, les groupes de travail gouvernementaux, les enquêtes officielles, pourraient ne pas être aussi bienveillants qu'ils le paraissent. Les humains suggèrent que nous devons être très prudents pour faire la distinction entre la véritable divulgation et ce qu'ils appellent des faux cadeaux et des promesses non tenues. quels signes spécifiques nos auditeurs devraient-ils surveiller dans les mois à venir? Les documents suggèrent plusieurs indicateurs clés. Une ouverture accrue des agences de renseignement, des diffusions coordonnées d'informations à travers plusieurs pays, et en particulier, toute déclaration conjointe de l'Australie, du Brésil ou de la Russie concernant des phénomènes inhabituels. Alors que nous terminons cette analyse approfondie, quelle est votre conclusion finale sur ces documents et leurs implications? Ce qui est le plus frappant, c'est à quel point ce qu'ils décrivent est déjà en train d'arriver. La diffusion prudente d'informations, l'implication de certaines agences, les préoccupations économiques. Tout se déroule exactement comme prévu. Et les avertissements? Ils semblent plus pertinents que jamais. L'accent sur la représentation adéquate, les préoccupations concernant les accords précipités, la nécessité de divulgation prudente. Ce ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ce sont des défis actifs auxquels nous faisons face actuellement. Merci de nous avoir rejoints pour cette série de podcasts. Nous continuerons à suivre ces développements et vous apporterons des mises à jour dans les prochains épisodes.